Je mange bien, tout va bien, le podcast. La quantité et la qualité des bactéries dont nous disposons dans l'intestin conditionnent à peu près 70% de notre immunité, mais également la prévalence de plein de maladies inflammatoires, cancer, obésité, diabète, maladies auto-immunes, Parkinson, Alzheimer, toutes les maladies mentales. Très récemment encore, à Ambroise Paré, on vient de découvrir que la spondylarthrite ankylosante était directement liée à un déficit de certaines bactéries et à la présence d'une bactérie qui faisait que ces malades avaient un déséquilibre de leur flore intestinale. Et c'est comme ça qu'est déclenchée la spondylarthrite ankylosante. Donc on est à la veille de découvertes considérables sur le sujet. Et qu'est-ce qu'on a appris? C'est que ce microbiote se constituait entre le 3e mois d'existence d'un bébé qui est dans le ventre de sa mère, d'un fœtus, et sa 4e année d'existence. Donc à partir de là, on sait qu'il y a des choses qui peuvent détruire ce microbiote. Et il y en a 2 qui sont officiellement reconnus. Il y en a une 3e dont on pressent, mais on essaye de passer sous silence comme d'habitude. La première d'entre elles, ce sont les antibiotiques. Antibio, antivie, en fait, déjà il faudrait qu'on comprenne qu'on est plus bactérien que cellulaire. On a 10 puissance 12 cellules qui composent notre corps. On a 10 puissance haute, bactéries, virus, levures, agents pathogènes dans l'intestin. Et nous sommes plus bactériens et ce sont ces bactéries, cette vie en nous, qui nous permet d'être en bonne santé. Qu'est-ce qu'on sait aussi? C'est que les pesticides détruisent ce microbiote. Et plus récemment, il y a plein de faisceaux d'informations qui participent. Alors moi, je suis lanceur d'alerte, donc je le dis ouvertement, les OGM détruisent les bonnes bactéries de l'intestin. Or, qu'est-ce que nous mangeons dans notre petite enfance? Pour grandir, il faut être fort. On va commencer par nous donner du lait. Alors 80% du lait en France, c'est de la production industrielle, donc la promiscuité des vaches les unes contre les autres, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des antibiotiques, parce qu'il ne faut surtout pas qu'elles tombent malades, parce qu'elles ont des infections, elles ont des mammites en permanence. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger? 50% du bétail, malgré la législation en France, 55% du bétail en France est nourri avec des céréales d'Amérique du Sud qui sont OGM. Et qui dit OGM? Qu'est-ce que ça dit OGM? Qu'est-ce que ça nous a appris l'expérience des OGM sur ces 15-20 dernières années? C'est que c'était des choses qui avaient été inventées au départ pour qu'on n'ait plus à utiliser de pesticides. C'était des organismes génétiquement modifiés pour qu'on puisse ne plus mettre d'intrants chimiques dessus et que les fruits ou les légumes soient protégés. Or, on a découvert que ça créait des mutations et qu'il fallait 3 à 4 fois plus de pesticides quand on faisait des OGM. Donc quand on boit du lait, on détruit le microbiote d'un enfant. Où est-ce qu'on trouve encore ces mêmes choses? Dans la viande. Donc qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, principalement lorsqu'on a un enfant? On va manger des produits laitiers, de la viande, puis par extension, on va aller manger des céréales industrielles. Alors, je ne parle pas des céréales du petit déjeuner, mais je parle du blé, par exemple, qu'on mange aujourd'hui, qui est saturé de gluten. D'un côté, on n'est plus armé immunitairement, puisqu'on ne dispose pas d'assez de bonnes bactéries, et dans une assez grande quantité. Et de l'autre côté, la qualité de l'alimentation que nous mangeons, c'est largement dégradée. Prenons l'exemple du blé, justement, puisqu'on en parle. Le blé d'il y a 200 ans ne ressemble pas à celui d'aujourd'hui. Un champ de blé, on disait que c'était de l'or, on les voyait, ils montaient à 2,50 m. Aujourd'hui, ils font 60 cm, ils sont tout gris, ils sont dégueulasses. On est obligé de les couvrir de pesticides. Et puis surtout, on a fait quelque chose, on les a croisés pour en faire des bêtes de combat avec plein de gluten. Mais ce qui est mieux que ça, pour avoir enquêté sur le sujet, c'est que en plus, les boulangers rajoutent des sacs de gluten vital pour avoir ce qu'on appelle favoriser la panification. Donc on veut savoir si un pain est plein de gluten, c'est très simple, c'est quand on a du mal à le déchirer comme ça, qu'il est très très collant, c'est qu'il y a plein de gluten dedans. Or qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il y a cette intolérance au gluten? Notre corps ne reconnaît pas ce qu'on lui propose. Et il n'est pas armé immunitairement pour ça. En gros, c'est comme si vous croisiez, c'est comme si la grand-mère de Michael Jackson, qui connaissait Michael Jackson jusqu'à ses 19 ans, elle le recroise quand il en a 35 dans un aéroport, elle ne le reconnaît pas et elle le repousse. Parce qu'il a subi tellement de chirurgie esthétique qu'elle ne peut pas se dire que c'est son petit garçon. Et notre corps, il est pareil avec ce gluten. On n'est pas fait pour le gluten qu'il y a aujourd'hui dans l'alimentation. Les tables des pays sous-développés est de bien meilleure qualité que celles des pays développés. Et chaque fois qu'ils commencent à s'occidentaliser, les mêmes foyers de maladies sont découvertes. Pour ça, il y a le rapport Campbell, Colin Campbell, qui a fait un rapport épidémiologique sur 30 ans, sur 300 000 personnes entre la Chine et les États-Unis. De quoi on s'apercevait? Forcément, les endroits où on buvait beaucoup de lait et on mangeait beaucoup de viande, c'était les endroits où il y avait le plus de cancers, d'obésité, qui avaient des problèmes de maladies auto-immunes. Et en Chine, partout où on n'en mangeait pas, ça n'existait pas, notamment par exemple l'ostéoporose n'existait pas en Chine.
Et dès qu'il y a des foyers de civilisation qui se sont mis à adopter le mode de vie occidental, ces maladies apparaissaient. Donc il l'a très bien sourcé avec 2 points concordants qui étaient les plus influents, c'était le sucre et la protéine. Voilà, donc par exemple, il suffit d'avoir du bon sens quand les gens nous disent mais pourquoi pas boire de lait? Déjà parce que c'est destiné à un veau. Un veau, ça passe de 30 kg à 350 kg en 6 mois. Donc il se passe bien quelque chose pour qu'il prenne autant de poids. Il n'a pas les mêmes proportions que nous, c'est parce qu'il y a des facteurs de croissance dans le lait, notamment l'IGF-1, l'Insulin Growth Factor, qui est un accélérateur de croissance, mais qui dit accélérateur de croissance peut être aussi accélérateur de maladie si on a des cellules tumorales. Et puis quand les gens se disent mais où est-ce que je vais l'avoir le calcium, il faudrait qu'ils aient juste du bon sens de regarder la vache et se demander ce qu'elle mange la vache pour avoir du calcium. Elle mange du fourrage, dans un bon pâturage normand on va dire, ok. Allons dans la savane, regardons un éléphant. Un éléphant, il mange des herbes sèches où il n'y a plus rien dedans. Qu'est-ce que c'est que ces défenses? C'est du calcium, du magnésium, du potassium. En fait, en réalité, il y a tout dans la nature. Tout conspire à nous faire manger des végétaux. Donc, à ce titre, on a été ergonomiquement, chimiquement, hormonalement conçus comme des herbivores. On a des intestins de 7,50 m, comme les herbivores, pour qu'on puisse garder longtemps les nutriments en stagnation dans les intestins pour en puiser les nutriments. Contrairement à un carnivore qui, lui, a un intestin qui fait entre 1,10 m et 1,30 m, avec une enzyme qui s'appelle l'urase, qui permet de traiter 100 fois plus d'acide urique que nous. Donc, notre histoire, notre adaptation à l'environnement dans lequel on a évolué pendant plusieurs millions d'années, nous explique que nous sommes faits pour manger essentiellement des végétaux. Alors après, on s'est mis à manger un peu de viande, effectivement, mais pas beaucoup. On a commencé à manger 1 ou 2 fois par semaine des animaux, mais on voulait les préserver, on entretenait un autre rapport avec eux, parce qu'on avait toujours vécu avec eux, il y avait quelque chose qui s'entretenait, il y avait un respect du vivant. Et tout a explosé, ça a été la chosification de l'environnement, et notre alimentation, elle a plus changé en 70 ans qu'en 3 millions d'années. Aujourd'hui, 80% de notre alimentation est d'origine industrielle, 8 maladies sur 10 est issue de l'alimentation, 94% des produits industriels comportent du gras, du sucre et du sel, pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils quand ils sont rentrés dans les labos dans les années 70, ils ont trouvé un génie qui s'appelle Howard Moskowitz et qui a découvert quelque chose qui s'appelle the bliss point, le point de félicité. C'est la quantité maximale de sucre qu'un homme peut supporter et qui peut stimuler ces 3 circuits de la récompense dans le cerveau. Je vous rappelle que la cocaïne, ça ne stimule qu'un circuit, c'est le circuit dopaminergique, au même titre que le tabac. Là, c'est les 3 en même temps. Et en y rajoutant du gras et du sel, ils pouvaient en donner encore plus. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Dans tous les pays industrialisés, on découvre que notre alimentation rend les gens violents, agressifs, dépressifs. Ça nous saute aux yeux, mais ça nous rend aveugles. En fait, on est en train de créer des décérébrés qui souffrent et qui tombent malades. Pour la première fois, on est en recul de l'espérance de vie dans 3 pays dans le monde, les États-Unis, la Russie, la France. Une femme en France, elle vit jusqu'à 82 ans, elle passe 23 ans malade. Un homme jusqu'à 78,5 ans, il passe 21 ans malade. La femme, elle a perdu 11 mois d'espérance de vie en bonne santé en 2014. Il y a une accélération vertigineuse depuis 2006. On chute, l'espérance de vie en bonne santé chute. Il se passe quelque chose, mais jamais les pouvoirs publics pourront faire quoi que ce soit. Nos gouvernements pourraient avoir la main sur ce qui est en train de se passer, ou il y a trop de lobbies? On est dans un monde qui devient fou, vraiment. Qu'est-ce que c'est qu'un président de la République à côté du patron de Bayer-Monsanto ou de Nestlé ou des grands patrons de l'industrie pharmaceutique? Donc, me demander si les pouvoirs publics vont faire quelque chose, mener une politique volontariste de prévention, ça serait se mettre tous ces gens-là à dos. Et puis, ce serait surtout mordre la main qui les nourrit, puisqu'ils sont mis au pouvoir par les forces de l'argent. Marisol Touraine a essayé de faire passer l'étiquetage alimentaire, c'est Corporate European Observatory de Martin Pigeon, qui est une ONG indépendante, qui a montré qu'en 18 mois, ils ont dépensé 1,5 milliard. Donc, de quoi parlons-nous? Moi, on me parle d'arrêter de manger de la viande, je me dis oui, si on voulait arrêter le réchauffement climatique, là, on a 250-300 ans devant nous pour changer les choses, c'est fini. Il n'y aura plus de vie sur Terre dans 300 ans, là, tel que c'est là. Il y a une telle accélération. Moi, j'avais rencontré le patron du GIEC à l'époque, qui est le GIEC, le groupement intergouvernemental pour suivre l'évolution du climat, qui était prix Nobel cette année-là. Il s'appelle Jean Jouzel. J'avais fait une grosse interview pour mon livre qui s'appelait « Si on décide d'aller bien », qui montrait comment structurellement tout était fait pour qu'on aille mal.
Et il me disait, si d'ici 2050 on prend 3 degrés, on va être confronté à un sacré problème, c'est qu'on risque de voir le permafrost, qui est une calotte glaciaire, fondre. Sous cette calotte glaciaire, il y a des quantités massives de CO2. Si ça fond, on peut prendre entre 5 et 15 degrés, et c'est la fin de la vie sur Terre, de la vie aérobie. Tout ce qui respire va disparaître. Et il me disait ça donc en 2014. On est en 2017, l'année de la COP 21, c'est-à-dire où on a mobilisé le monde entier. C'est l'année où on a produit le plus de gaz à effet de serre. Et on nous dit qu'on est presque sûr qu'on va prendre entre 5 et 7 degrés d'ici 2050. On est à un carrefour civilisationnel, assurément. Et les gens disent « je suis impuissant ». Ben non, vous n'êtes pas impuissant. Parce que si demain, l'ensemble de la population mondiale arrête de manger de la viande, ben, en 5 ans, il n'y a plus de réchauffement climatique, c'est fini. Puisque plus de la moitié des gaz à effet de serre sont émis par l'élevage industriel. Les gens qui me disent qu'ils sont écolos, moi je suis écologiste, je vote pour les écologistes. Ok. Tu manges de la viande? Oui. Ben alors t'es pas écologiste. Un écologiste qui refuse de prendre un bain et qui veut éteindre la lumière et qui veut économiser maximum 180 litres d'eau par mois, il faut qu'il sache que s'il mange 1 kilo de viande, c'est 10 000 litres d'eau. C'est la faim dans le monde, elle vient parce qu'on mange de la viande. Parce que les pays du Sud produisent des céréales qui sont destinées à nourrir les animaux qu'on mange et qui vivent dans des conditions déplorables. Et c'est pas un peu extrême, le pas en manger du tout? Il n'y aurait pas un juste milieu? Non, d'après vous, c'est... Bah, on arrête. Non, moi c'est... Je me refuse à être autre chose qu'un activiste aujourd'hui. Et on est obligé de se radicaliser, puisque dites à quelqu'un qui peut manger 1 fois par semaine de la viande, il en mangera 3 fois. La réalité, c'est que les gens, ils en ont rien à branler, ils veulent pas sacrifier le plaisir immédiat en pensant à autre chose. Même leur santé, ils s'en foutent. Le temps qu'on passe à prendre soin maintenant, c'est le temps qu'on va pas passer à se guérir plus tard. Mais c'est une abstraction, puisqu'on est dans une vie où on enlève la maladie, la mort, la souffrance, la difficulté. Dire à quelqu'un, il va falloir que tu fasses des efforts, mais tout de suite ça le bloque. Les choses se construisent, elles sont difficiles, il faut y mettre du cœur, il faut y mettre de l'amour, il faut suer, il faut travailler. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui donne un sens à l'existence. Comme la mort donne un sens à tout le voyage, parce qu'il y a une fin. Et on va prendre conscience de l'instant présent. De la même manière, il faut comprendre que le monde dans lequel on vit, on en fait partie. Et pour y prendre sa pleine place, il faut le respecter. Aujourd'hui, on est dans une période d'abondance, on n'a aucun besoin de manger de la viande, aucun. Il y a 350 millions de personnes qui n'ont jamais bu de lait et jamais mangé de produits laitiers dans le monde. Ils se reproduisent 5 fois plus que nous. Walter Willett, qui est le patron de la nutrition mondiale, qui est à Harvard, lui, il dit qu'il faut retirer complètement les produits laitiers depuis 5 ans. Il dit 1 produit laitier par jour, c'est irresponsable aujourd'hui, à cause de tous les cancers hormonodépendants, notamment le cancer du sein chez la femme. Alors du coup, c'est quoi? C'est le consommateur qui a les clés en main? C'est le consommateur. On a tous une arme de construction massive dans la poche. On a une carte de crédit. Et moi, j'adore la phrase de Coluche qui disait en 1982, quand on pense qu'il suffirait qu'on arrête de l'acheter pour plus que ça se vende. Pas besoin d'entrer en guerre. On peut être des guerriers pacifiques et réussir les choses. Il faut juste arrêter. Et oui, la viande aujourd'hui, elle est mauvaise tout le temps. 100% du cochon est industriel. Et surtout, j'aimerais attirer l'attention des gens. Vous venez de me poser la question, est-ce qu'on ne peut pas en manger un peu? D'abord, est-ce qu'on a besoin de manger du cochon? Ah non, on n'a pas besoin. Vous avez des animaux? Bon, un chat, un chien, c'est comme un enfant de la famille. Il y a une place de choix, des fois il dort même avec nous. Un cochon, c'est 5 fois plus intelligent qu'un chien. Il vit dans 80 cm². On l'a fait se faire inséminer toute sa vie, c'est-à-dire pendant 3-4 ans. Une fois qu'elle tient plus debout, elle part dans un camp de concentration, elle va dans une chambre à gaz. On ferait ça à un chien? On ferait ça à un chat? Pourquoi est-ce qu'on le fait à un cochon? Manger, c'est manger du vivant, c'est nourrir son corps pour assurer que ses fonctions vitales, cognitives, pour assurer ses fonctions immunitaires, il y a un sens, il y a quelque chose de sacré dedans. Moi, j'adore la vision des Indiens d'Amérique, les Amérindiens. S'ils tuaient un animal, ils en tuaient un, ils n'en tuaient pas 2, juste ce dont ils avaient besoin. Et son dernier souffle, ils venaient le prendre et lui parler à l'oreille en le remerciant, en priant. Aujourd'hui, la viande, tout ce qu'on mange, ce sont des choses. On marche sur la tête.
On est en train de détruire notre environnement, on fout en l'air la vie de nos enfants. On a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Si on n'est pas capable de faire des choses pour nous-mêmes, on peut les faire pour nos enfants. Et on doit le faire. Du coup, en tant que parent, on fait quoi? Eh ben, on adopte une politique volontariste, on se comporte comme on devrait se comporter, c'est-à-dire on va donner à notre corps ce dont il a besoin pour assurer ses fonctions vitales, on va apprendre à notre enfant à manger autrement. Moi, les parents qui me disent « mes enfants, moi, ils peuvent pas se passer leur miel pops du matin ». Mais mec, c'est toi qui lui achètes les miel pops. Tu vas voir que s'il n'y en a pas, il mangera autre chose le matin. Le gamin, quand il a 10 ans, il n'a pas une carte de crédit pour aller faire ses courses tout seul. Hein. S'il n'y a rien dans tes placards, si tu n'as pas de merde dans tes placards, il n'en mangera pas de merde. Donc c'est la responsabilité du parent. Il y a deux choses qu'il faut faire. On va faire ses courses, on a déjà mangé, on vient de manger. Et on va faire ses courses sans ses enfants. Et là, on va faire les courses qu'il faut faire. Et après, c'est donner des aliments bruts, non transformés, qu'on travaille un peu. Ce qui nécessite qu'on va prendre un peu plus de temps pour cuisiner, pour se réunir aussi, parce qu'on développe quelque chose de culturel quand on fait à manger. L'enfant, il découvre ce que c'est que l'alimentation, on le fait participer. Pour ses collations, partout qu'on va lui donner plusieurs fois dans la semaine, en dehors des fruits et des oléagineux qu'on va lui donner, si on veut lui faire quelques gâteaux avec des index glycémiques beaucoup moins importants, parce qu'on va cuisiner différemment, avec de l'huile de coco, avec plein de choses, plein de céréales qu'on ne connaît pas, des farines de sarrasin, des trucs comme ça. On peut avoir des trucs extrêmement pointus au niveau du goût et sophistiqués, et qui sont très bons pour la santé. Et ben on passe 2 heures à le faire le dimanche avec les enfants. Et c'est des moments qu'ils n'oublieront jamais de leur existence. On a le temps de passer 2h40 en moyenne sur Facebook, mais on n'a pas le temps de faire du sport, on n'a pas le temps de bien cuisiner. Ça, c'est des fausses excuses. C'est parce qu'on n'a pas envie de difficultés. On ne veut pas avoir à fournir d'efforts. Des parents qui achètent du coca aux enfants, c'est des gens irresponsables. Mais ça lui fait plaisir. Mais donne-lui de la coke, ça lui fera plaisir aussi, vas-y. Oui, on est dans un système extrêmement grave aujourd'hui. Vous en êtes arrivé là comment? J'ai eu des problèmes de santé. Ensuite, ma femme a été malade d'un cancer pendant de longues années. J'ai perdu mon frère d'un cancer. Je me suis passionné pour tout ça. J'ai commencé le coaching, j'ai fait une formation en naturopathie. Et voilà. Et plus j'ai avancé, plus j'ai fait des recherches, plus j'ai commencé à réfléchir plus grand. Et quand on réfléchit plus grand, qu'on mène d'autres enquêtes, qu'on se rend compte que c'est pas seulement le sport et l'alimentation qu'il faut comprendre ce qu'on met dans une assiette. Et puis on comprend que structurellement, il y a un problème. Il y a un problème de macroéconomie. Il y a un problème structurel politique. Et quand on fait ces enquêtes, qu'on a une vision plus globale, ben forcément, on a envie de changer le monde. Et comment changer le monde? Informer les gens, mais informer les gens en se disant que ce n'est pas des intellectuels, qu'on n'est pas entre bobos à Paris. Donc il faut vulgariser, puis il faut aller les voir pour essayer de les comprendre. Donc il faut faire des conférences, il faut tourner. C'est pas s'attaquer à l'industrie qu'il faut. C'est déplacer leur business model. Il faut taper là où ça fait mal, il faut arrêter d'acheter leurs produits.